Bonjour et bienvenue pour cette dernière conversation. C'est déjà la dernière conversation, quel dommage, de nos rencontres virtuelles sur la psychopédagogie positive. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Claire Dahan, psychologue que je connais bien puisqu'elle travaille aussi à la Fabrique à Bonheur. Donc c'est une joie. Je vais vous dire après pourquoi et je laisse Claire se présenter. Bonjour, moi aussi je suis ravie Isabelle de participer au sommet et de faire partie de l'équipe, de la belle équipe de la Fabrique à Bonheur. Donc pour me présenter, je m'appelle Claire Dain, je suis psychologue clinicienne, j'exerce depuis 20 ans. Je suis spécialisée en psychotrauma et en périnatalité. La périnatalité, pour rappel, c'est ce qui va du désir d'enfant jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Je reçois à mon cabinet des enfants, des adolescents et des anciens enfants, des adultes, dont on parlera, puisqu'on va parler aujourd'hui de harcèlement scolaire. Voilà. Exactement. Moi, effectivement, tu as cette spécialité-là qui est vraiment super et la manière dont tu l'expliques, j'aime beaucoup. La question du harcèlement. J'ai voulu parler du harcèlement dans ces rencontres où on dit c'est les rencontres de la PPP+, de la psychopédagogie positive à tous les âges de la vie. Et le harcèlement, c'est quand même un gros morceau qui va venir embêter nos enfants dès la primaire. Parfois, j'ai encore eu une petite patiente hier qui était dans ce cas-là, au collège, au lycée, peut-être à la fac. Et donc, il y a vraiment quelque chose où on doit agir là-dessus, nous les adultes, parce que par moments, j'ai l'impression qu'on ne protège pas suffisamment nos enfants. Donc on va sauter dans le sujet directement pour se dire qu'il y a une urgence sur ce sujet-là. Et notamment, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que en tant que psychologue, tu vois l'envers du décor parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux ou à la télé, etc. Mais on n'arrive pas toujours à bien définir. On a l'impression que tout le monde est harcelé ou bien non, c'est rien du tout, c'est pas si grave que ça. Donc, c'est quoi la réalité du harcèlement aujourd'hui? Et puis aussi, comment tu peux nous expliquer que la frontière entre école et maison, eh bien, elle est devenue très, très poreuse. Elle a quasiment disparu avec le numérique. Oui, alors plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, une Ouais. petite définition, c'est quoi le harcèlement? Le harcèlement, ça repose sur deux choses, la répétitivité. Donc, quand on se fait embêter ou insulter une ou deux fois, ce n'est pas du harcèlement. Et puis, elle repose sur l'idée que l'enfant n'arrive pas à se défendre. Et c'est ce qui fait que ça nourrit justement le harcèlement. L'enfant qui est harcelé va se mettre à pleurer, à crier, à surenchérir. Et donc, ça fait un peu boule de neige. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus, la parole se libère et c'est très important que puisse justement alerter les institutions, l'État, l'éducation nationale là-dessus. Néanmoins, ce qu'il faut, c'est équiper les enfants d'outils. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au harcèlement scolaire, c'était d'un constat simple au cabinet, c'est que j'étais démunie. J'étais démunie d'outils, j'entendais de la souffrance et à part accueillir et consoler, je me retrouvais bien ennuyée. Donc aujourd'hui, je suis contente parce que on va parler de la méthode du jeu de l'idiot, mais il faut savoir que la réalité aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont minorés. C'est-à-dire que les enfants n'osent pas parler du harcèlement scolaire. Quand je disais tout à l'heure que je reçois des anciens enfants, c'est-à-dire je reçois des personnes qui, adultes, me confient avoir été harcelées et n'en avoir parlé à personne pendant des années. Ça me touche toujours énormément quand il y a des adultes, parfois 30, 40 ans, qui se mettent à pleurer parce qu'ils ont été harcelés et qu'ils n'ont pas osé. Alors, pourquoi est-ce que les enfants n'en parlent pas? D'abord, il y a une honte parce que on est à une époque où on est censé avoir des compétences relationnelles. En gros, ça veut dire on est censé être sociable, avoir des amis. Donc, être harcelé, ça se fait pas. Mhm. Il y a la peur des représailles, qui est aussi quelque chose d'important. Les enfants ont peur qu'on intervienne à leur place et qu'ils se fassent harceler davantage. Il y a des enfants qui me disent, moi, j'ai pas envie d'inquiéter mes parents. Ils ont déjà suffisamment de soucis. Et puis aussi, il y a des enfants qui me disent, mais quand j'en parle, mes parents me disent, c'est rien, laisse tomber. Donc il y a minimisation des Ouais. émotions. Ou bien alors, mon père me dit, mais t'as qu'à lui répondre ça. Et ça, c'est mal connaître le système du harcèlement parce que quand un enfant, il est humilié et qu'on lui dit, vas-y, réplique, dis-lui ça, eh bien, ça va pas du tout avec ce qu'il est. Il s'en est pris plein la figure et faire le malin ou devenir le méchant, c'est complètement impossible.
Et tu parlais d'une chose très importante avec l'influence des réseaux sociaux et en fait le harcèlement, il ne s'arrête pas à l'école. D'abord, il continue sur le trottoir et puis Oui, à l'arrêt de bien sûr. bus et puis sur le chemin. Mais il continue d'une manière qui est encore plus insidieuse avec l'hyperconnexion. Il continue, il y a les réseaux sociaux bien sûr, mais il y a aussi tout simplement les smartphones qu'ont les enfants, les groupes WhatsApp de la classe qui sont souvent moi, j'appelle ça des laboratoires de psychologie sociale, c'est-à-dire des endroits où on voit les leaders, les suiveurs, ceux qui se prennent toujours des remarques, ceux à qui on parle mal, ceux qu'on bannit du groupe, on voit des phénomènes de ghosting, Mhm. etc. Et tout ça, ça impacte beaucoup, beaucoup les enfants. Je crois que les parents ont tendance à minimiser ce qui est silencieux. Alors, il y a déjà la réalité du harcèlement qui invite les enfants à être silencieux et il y a la réalité du cyberharcèlement qui se fait un peu en catimini. Et ça, c'est vrai que c'est très important d'expliquer, d'instaurer du dialogue avec nos enfants pour qu'ils puissent nous raconter un peu ce qu'ils vivent en ligne. Moi, je pense que souvent les parents, ils sont démunis. Ça vient les faire souffrir énormément. Donc, comme tout parent, dès que notre enfant a un petit quelque chose, on dit, ah, tu devrais faire ci, tu devrais. On sort nos solutions, alors notre livre des solutions, et ça ne marche pas parce que c'est toujours voilà, personnel, la manière dont on le vit. Mais les parents, ils sont assez démunis. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très contente qu'on parle de ça aujourd'hui pour que les parents et les accompagnants, hein, les adultes qui entourent les enfants, soit en mesure de s'installer dans cette place-là, qui est une place de protection des enfants. On a l'impression parfois que l'enfant, il est livré à lui-même et même de dire, oh, mais oui, ça arrive, c'est pas si grave, il s'en remettra. Ben non, on s'en remet pas, comme tu l'as très bien dit. Il y a des adultes qui pleurent encore sur ces situations-là. Moi, je pense que, sur la je reviendrai un peu plus tard sur la psychopédagogie positive, c'est-à-dire comment la psychopédagogie positive peut aider un enfant, mais moi, j'ai quand même envie de comprendre la dynamique, et la mécanique du harcèlement et la dynamique du groupe. Pourquoi c'est pas juste une affaire entre 2 personnes, le harcèlement? Mais c'est un système? Alors, c'est intéressant parce que c'est d'abord l'affaire de deux personnes avec un harcelé et un harceleur. Et pour ceux qui s'intéressent à la systémie dont tu fais partie, ben, on sait que finalement, dès qu'on bouge un élément du système, les autres vont bouger. Mais comme tu le dis, il y a aussi une classe, il y a aussi des témoins. Moi, ce que j'observe, c'est que les enfants, ils voient le monde un peu de manière binaire, noir ou blanc. On est harcelé ou harceleur. Oui, Et du coup, ils vont avoir du mal à se positionner pour défendre un camarade parce qu'ils ont peur d'être pris aussi, eux, dans le réseau et d'être harcelés. Il y a des anciens enfants harcelés qui deviennent harceleurs, justement, parce qu'ils ont tellement souffert, ils ont tellement peur d'être à nouveau harcelés. Et donc, il y a cette ambiance aussi de classe où on préfère se ranger du côté des moqueurs ou du côté des neutres. Voilà, donc c'est important aussi ce que tu soulignes. Il y a une dimension, il y a aussi un sentiment chez les adolescents, un sentiment d'appartenance, un besoin d'appartenance. On a besoin d'appartenir au clan des leaders. D'ailleurs, il y a des enfants qui sont harceleurs et à côté de ça, très gentils, qui sont harceleurs dans un contexte parce qu'ils ont peur de s'en prendre une. ouais. Mais il y a des enfants que ça touche énormément, même de faire du mal à l'autre. Il ne faut pas coller une étiquette, l'enfant harceleur, c'est un psychopathe, c'est un pervers. Pas du tout. Ce sont des êtres en devenir qui cherchent leur place et la cour de récréation est un lieu social avec des exigences très fortes. Et c'est vrai que quand on discute avec quelqu'un qui va harceler et qu'on va discuter sur les valeurs, hein, et sur la question morale, très souvent, ils savent très bien hein, ce qu'il doit être fait, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Ils vont très, très bien comprendre. Et il y a quelque chose, malgré eux, qui va se mettre en action et qui va pas permettre que la moralité prenne le dessus. Il y a une absence parfois un peu de courage, en tout cas, il y a de la peur énormément de tous les côtés. Puis il y a l'envie aussi de se faire bien voir, de se faire Ouais. remarquer par les camarades. Oui, il y a ce côté, je suis obligée pour faire comme tout le monde, de parler un peu mal. On Mmh. voit comme ça des enfants dont je connais par exemple les familles, dont j'ai déjà Ouais, suivi. Ça peut m'arriver dans le passé d'avoir suivi le papa ou la maman, où je peux être très surprise. Et ouais. puis je me rappelle qu'en fait, derrière le harcèlement, il y a cette volonté de trouver une place assise où je suis reconnue. Il y a un besoin de reconnaissance à l'adolescence.
Et dans le mécanisme du harcèlement, là on a parlé du harcèlement classique, mais on a quand même ce qu'on appelle le cyberharcèlement, tu en as parlé au tout début. C'est quoi les spécificités de ce harcèlement en ligne? Et comment, si je suis parent, comment je peux me rendre compte, surtout si mon enfant veut me protéger et ne dit rien, comment je peux me rendre compte que, bah, il y a un cyberharcèlement qui est en place et que, c'est terrible pour mon enfant qui, pour autant, ne laisse rien paraître, c'est poker face, tout va très bien. Alors, justement, la spécificité du cyberharcèlement, c'est qu'elle est facile. Elle est en ligne, dans son lit ou dans son canapé, tranquillou, derrière un pseudo. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Il faut comprendre aussi la mécanique des réseaux sociaux. Il y a, par exemple, le caractère éphémère des stories sur Oui. Snap, euh, sur Instagram, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire un truc qui va pas rester longtemps. Ça incite à une forme d'agressivité. Ça incite aussi à des choses à caractère sexuel. On voit, par exemple, je vois des jeunes filles qui se font happer par des profils ou même des gens de la classe à qui on leur extorque une photo ou vidéo à caractère sexuel et puis ensuite ça sert de monnaie d'échange. Si tu fais pas ça, je vais la publier. Donc, ce sont des choses qui ont été très banalisées par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est important de savoir comment ça se propage. On a aussi le nombre de vues qui est exponentiel, c'est-à-dire on partage une story. Il faut expliquer aux enfants, quand on leur donne leur premier smartphone, c'est fondamental. C'est un petit peu comme quand on donne à un enfant les clés de sa première voiture ou sa première carte bleue. On va lui dire, fais attention, ne montre pas ton code à tout le monde, fais attention comment tu te gares, etc. Lorsqu'on donne un smartphone à nos enfants, c'est fondamental de leur expliquer que ce sont des lieux qui peuvent être formidables, mais ce sont des lieux aussi qui peuvent être violents. Ce sont Oui. des lieux où nos images ne nous appartiennent pas. Aujourd'hui, on transfère des images, on transfère des audios. Il n'y a plus rien de confidentiel. Le confidentiel, c'est face à face. Et donc, en tant que parent, ce qui est compliqué avec le cyberharcèlement, c'est qu'il va falloir vraiment être attentif aux signaux qui sont très discrets. Alors, les signaux discrets, ça va être quoi? Ça va être euh, chaque rupture avec un fonctionnement antérieur. Donc, par exemple, un enfant qui aimait beaucoup faire telle ou telle chose et qui ne le fait plus, une perte de plaisir, perte d'appétit, désinvestissement scolaire, grosse fatigue. Alors, en même temps, quand on est en train de faire une crise d'adolescence, c'est des symptômes qui sont, entre guillemets, des Oui, signes bien sûr. classiques. Donc, attention à ne pas non plus pathologisé à outrance, hein. On peut avoir des parents inversement qui vont me dire, ah, je pense que mon enfant se fait harceler. Mais être toujours à l'écoute. Faut pas se réveiller quand nos enfants ont 13, 14 ans en se disant, faut qu'on ait une bonne relation, parce que sinon il va pas me raconter. Il faut instaurer vraiment un climat en lui disant que ben, il peut tout nous dire, qu'on ne juge pas. Et tu parlais tout à l'heure de ces parents qui veulent donner des solutions. Avant de donner des solutions, on accueille. On Oui. accueille. D'ailleurs, tu dois savoir, Isabelle, ça, mais quand un enfant est très petit, on sait le faire, ça. Quand à Bien 3 ans, notre enfant vient nous voir et qui vient nous dire, oh, on m'a piqué mon ballon, je vais pas lui dire, ouais, mais toi, tu lui as pris la veille et puis c'est pas grave, t'en auras 30 des ballons. Je vais le prendre dans mes bras, je vais lui dire, je comprends, tu dois être très, très triste. Faut faire la même chose avec les enfants plus grands, les ados, c'est-à-dire, waouh, ça doit être vachement dur ce que tu vis. Moi, je le dis, comme je te le dis, avec beaucoup de simplicité aux adolescents que je rencontre. Donc, accueillir déjà avant de sortir les solutions et faire attention à ces signaux silencieux et faibles qui sont quand même assez subtils. Donc, il faut bien connaître son enfant pour se dire, oh là là, il n'est pas comme d'habitude. Et là, c'est pas juste la crise d'ado, il y a quelque chose qui va pas. Et j'allais dire, en tant que parent, parfois, il faut laisser son téléphone pour observer notre enfant et avoir des vraies discussions avec lui. Pas forcément des discussions ultra euh, intenses ou intimes, etc., mais de dire, tiens, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? C'est quoi les jeux qui te plaisent? De s'intéresser. Et moi, je vois beaucoup de parents qui sont là, pas là. Ils sont là, mais ils sont sur leur téléphone. Donc chacun est sur son téléphone, les uns à côté des autres. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'on découvre une situation parce qu'on n'a pas assez observé. Donc c'est C'est le piège important. de l'hyperconnexion. Oui, L'hyperconnexion, elle nous empêche d'être en lien avec ceux qui sont là physiquement. Et puis, elle nous fait ne pas supporter qu'on réponde pas tout de suite. Et ça, on le voit d'ailleurs chez les enfants, dès qu'ils sont sur leur smartphone. Quand on leur répond pas tout de suite, c'est une preuve de rejet. oui, Alors, attention à ceux qui peuvent dire, je suis harcelée. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on répond pas à mes messages. Non, ça, c'est oui. pas du harcèlement.
Ouais. Mais ce sont des blessures narcissiques qui peuvent toucher. Donc oui, ce que tu dis, c'est que pour privilégier du lien incarné, de la vraie rencontre, il faut que les parents peuvent, voilà, il faut qu'ils sachent poser leur téléphone et être vraiment en lien visuel, hein, regarder et observer, comme tu dis, son enfant. Alors moi, j'aimerais qu'on parle maintenant de la méthode du jeu de l'idiot. J'adore ce nom, le jeu de l'idiot. Que tu nous expliques un peu le concept, en quoi ça consiste, comment je peux le mettre en pratique. Voilà, parce que c'est pas le tout de savoir, parfois on a des méthodes, mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que je vais y arriver? Alors, c'est facile parce que tu vas voir, les règles du jeu sont très simples, mais c'est contre-intuitif. Mhm, Pourquoi? Parce que je vais devoir montrer à mon adversaire que je ne suis pas touchée. Alors mhm, déjà, pour expliquer un petit peu, ça vient d'un psychologue scolaire qui s'appelle Izzy Kellman, qui est américain, mhm. et qui a inventé ça. Et pourquoi il a appelé ça le jeu de l'idiot? Puisque quand il s'entraîne avec ses petits patients, il lui dit traite-moi d'idiot. Alors c'est un américain, donc il y a des tas de mises en scène comme ça, donc il le traite d'idiot et le psy prend le rôle de l'enfant. Alors comment ça se passe? On accueille l'enfant. On lui demande de nous raconter par qui il est harcelé, comment ça se passe, où, et surtout, on lui demande de nous raconter comment il réagit. Et on prend des notes sur comment il réagit, puisque la relation harcelé-harceleur, elle repose sur le fait qu'il y a un harceleur et un harcelé. Et Ouais. donc, c'est très important qu'on s'intéresse à la manière dont il réagit. Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il insulte? Est-ce qu'il se met en retrait? Et puis, on va lui proposer un petit jeu, mais on va d'abord lui expliquer les règles du jeu. On va lui dire, voilà, le harcèlement, ça continue parce que ça marche. C'est-à-dire, tu n'es pas responsable du harcèlement, mais en revanche, la manière dont tu réagis, elle donne envie à l'autre de continuer. C'est parce que tu es touché que, en fait, l'autre, il continue. Si tu n'es plus touché, bah, il Mhm. s'arrête. C'est un peu comme une machine à sous ou quelque chose dans Ouais, lequel on ouais, met un ouais. jeton et qu'on obtient un jouet. Si ton interlocuteur n'obtient rien, il va se lasser. La deuxième chose, c'est qu'on lui dit, bah, tu vois, dans la vie, on a tendance à se comporter avec l'autre comme il se comporte avec nous. Or, il faudrait qu'on se comporte avec l'autre comme on aimerait qu'il se comporte avec nous. Donc Mhm. moi, je vais apprendre à mes petits patients de faire comme si ils étaient amis. Alors, j'explique, et c'est la partie un peu subtile. Les enfants me disent, j'ai pas envie d'être gentil. Je lui dis, moi, Ouais. je te demande pas d'être gentil ou d'être copain avec lui. Je te demande de pas être agressif, surtout, et de lui montrer que c'est comme si tu n'as pas saisi son intention, comme si vous étiez amis. Parce Mhm. que finalement, si une copine, elle te dit, oh bah, Isabelle, c'est quoi ce foulard de ringard que t'as mis? Tu vas Ouais. rigoler, parce que tu Ouais. sais que son intention est Ah oui, bonne. oui. Et quand c'est un ennemi, tu vas mal le prendre. Donc, j'explique aux enfants qu'il va falloir attribuer une intention différente. Je leur explique qu'on va inverser la structure relationnelle, que c'est un jeu. Et puis, je leur explique aussi qu'il y a une grosse différence entre une opinion et un fait. C'est-à-dire que la liberté de parole, on est en démocratie. Un enfant peut penser que tu es, je sais pas moi, pas intelligent, mal habillé, que Mhm. ta coupe de cheveux est ridicule. Il a le droit. Ça, c'est la grande nouveauté, je pense. Parce que Oui. parfois, en tant que parent, on dit à nos enfants, personne n'a le droit de te dire des mauvaises choses. Mhm. Or, en droit, on a le droit de dire des méchantes choses. Ce qu'on n'a pas le droit, par contre, c'est la violence physique. C'est la limite, d'ailleurs, hein. Le jeu d'idiot, on ne le fait pas s'il y a de la violence physique. Mais en tout cas, donc, dans ce jeu d'idiot, je reçois l'enfant, je lui demande de me raconter, et puis je lui dis, regarde, on va jouer à un petit jeu. Si tu veux bien, toi, tu joues l'enfant qui t'embête, et moi, je joue toi. Et puis, vas-y, tu me dis tout ce qu'il te dit. Je leur explique qu'on est dans un safe place, qu'ils peuvent tout me Ouais. dire. Et s'ils ne savent pas quoi dire, je leur dis, traite-moi d'idiote, d'où le nom du jeu. Ouais. D'accord? Et puis, dans la première manche, je vais me comporter comme l'enfant. Donc, déjà, l'enfant, il va trouver ça intéressant parce que plutôt que je lui fasse des longs discours, je vais lui montrer, en l'imitant, que ce qu'il fait n'est pas du tout efficace. Je vais lui montrer qu'en pleurant, en criant, en faisant ci ou ça ne fait qu'augmenter la chose. Au bout d'un moment, le harcèlement va continuer et puis je vais lui dire, bon, je vois que ça marche pas, tu me laisses une deuxième chance. Et Ouais. là, je vais lui dire, allez, on y va, tu continues, tu redis tout ce que te dit un tel. Et puis, moi, je vais essayer de t'arrêter, je vais essayer de mieux faire. Et là, je vais le prendre à contre-pied. C'est-à-dire, je vais lui apprendre, par exemple, l'autodérision. Je vais lui apprendre, par exemple, à questionner. Ah bon, tu trouves? Ah ouais, tu trouves. Je vais lui apprendre à se moquer de lui-même, mais jamais à se moquer de l'autre.
Alors, soit je le fais avec des vraies situations, soit j'achète des cartes, ça s'appelle des cartes tac à tac, que je trouve aux éditions Citrouille, qui sont des cartes avec des répliques, mais il n'y a pas de réponse. C'est à nous d'inventer les réponses. Ces cartes sont très bien faites, mais elles ne connaissent pas la méthode du jeu de l'idiot, parce qu'il y a, en fait, chaque pique, selon la couleur, elle indique la manière de répondre, et il y a une pique rouge qui est agressivité. Donc celle-là, c'est celle que j'utilise pas, parce que ce qui se passe avec l'agressivité, c'est que c'est crescendo. Bah oui. Et donc, à ce moment-là, c'est encore pire. Donc, j'explique à l'enfant surtout pas d'agressivité, ça ne marche pas. On va faire comme si tu n'étais pas touché. Mm, Alors, tu m'as demandé comment ça se met en place. Soit on peut le faire en prévention. Moi, j'anime des ateliers en milieu scolaire et ça marche très bien. Donc, je prends en classe des groupes, donc ils s'entraînent, on fait ça devant tout le monde. Je me mouille aussi, je le fais aussi avec eux. Ça les fait beaucoup rire. L'avantage de le faire en prévention, c'est qu'il y a peut-être des potentiels enfants harceleurs. Et à ce moment-là, ils vont dire, ah, mais finalement, je suis ridicule en disant ça. Ça n'a pas tant de poids que ça, ma mm, phrase. mm, mm, J'explique aux enfants que, euh, inversement au coup de pied, quand tu reçois un coup de pied, c'est le coup de pied qui te fait mal. mm, Quand tu mm. reçois une parole blessante, ce n'est pas la parole qui te fait mal, c'est le poids que tu lui accordes. Oui, exactement. Et donc, je lui dis, on va travailler sur le poids que tu accordes aux paroles qui te sont dites. Et c'est vrai que ça, c'est le côté un peu subtil. Voilà. Les enfants me disent souvent, moi, j'ai pas envie d'être simple. Et ensuite, je vais leur apprendre que c'est bien plus simple d'avoir une espèce de boîte à répliques, Mm. d'accord, avec 3 répliques, Ouais. plutôt qu'à chaque fois se demander comment on va faire. Ouais, qu'est-ce que je vais Alors, dire? ça nécessite qu'en coulisses, qu'on soit parent ou psychothérapeute, on aide nos enfants à consolider l'estime de soi. Donc Ouais. ça, c'est super important. C'est-à-dire que quand un enfant, il est extrêmement fragilisé, je ne peux pas lui faire le jeu de l'idiot à la première ou à la deuxième séance. Ouais. Si tu veux, c'est ça aussi, c'est là que ma question va intervenir. C'est-à-dire que nous, en psychopédagogie positive, tu le sais, on va aider l'enfant à comprendre comment il fonctionne, aussi bien de manière cognitive qu'émotionnelle, comportementale, etc. Et donc, on va accompagner à renforcer, à construire une estime de soi qui est solide, une confiance en soi qui est forte. Donc du coup, si je comprends bien, la posture de PPP+, je dis toujours PPP+, elle va aider, dans le sens où nous, on dit toujours: «On va donner le pouvoir d'agir à celui qui vient apprendre» et là, tu donnes le pouvoir d'agir sur un autre sujet L'empowerment, en que fait. ouais, Voilà. Exactement, et je trouve que à la Fabrique à Bonheur, on a cette force de former les stagiaires qui viennent nous voir à des tas d'outils qui peuvent ouais, renforcer ouais, cette reprise de pouvoir. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui se passe dans le harcèlement? Ce sont des enfants qui sont objetisés et qui sont plus oui, sujets. On se moque d'eux, on les malmène, et là, on va les aider à reprendre du pouvoir. Et reprendre du pouvoir, c'est d'abord eux vis-à-vis d'eux-mêmes. ouais, Moi, j'aime bien dire à mes petits patients, et c'est ce que j'enseigne aussi aux stagiaires, quand je reçois des parents et des enfants, dès la première séance, je demande aux parents, racontez-moi une chose dont vous êtes fiers chez votre enfant. Donc, le parent raconte une anecdote standard, et moi, je vais la tricoter, cette anecdote. C'est-à-dire, je vais poser plein de questions de détective privé pour la rattacher à des valeurs. ouais, C'est-à-dire expliquer aux parents, bah, vous voyez, là, vous êtes en train de me raconter que votre enfant, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous partez en vacances, il fait par exemple, un petit film vidéo avec toutes les photos de la famille, puis il l'envoie à tout le monde et ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça dit de lui, ça? ouais, c'est ça. Bah, ça dit de lui qu'il est curieux, qu'il est autonome, parce que souvent les enfants se forment seuls sur ce genre d'outils, qu'il est généreux, parce qu'il l'envoie à la famille. Alors, ça peut être des tas d'anecdotes. C'est à nous, thérapeutes, de pouvoir justement apprendre à poser des questions qui ont une intention. Et pour les enfants qui sont harcelés, l'intention première, qu'on soit psy, qu'on soit enseignant, qu'on soit PPP, c'est vraiment remonter l'estime de soi, que l'enfant puisse apprendre à se regarder autrement. Et la psychologie positive nous apprend ça justement à regarder nos ressources. Et puis quand tu dis à un enfant, moi je vois, j'ai dit ça hier à une petite patiente qui, c'est un autre contexte, qui ne veut pas partir en classe de neige, mais qui va y aller quand même et je lui disais: «Tu sais, moi je vois que chez toi, il y a plein de ressources. Tu es plus forte que tu l'imagines et peut-être que
toute la classe de nage ne sera pas chouette complètement, mais je suis sûre qu'il y aura de très bons moments et tu vas pouvoir les raconter, et cetera. Faut pas vendre le truc: «Tu vas y arriver, tu es génial, tu es super», mais de dire: «Bien sûr qu'on a tous des failles, il y a tous des choses qui sont un peu difficiles pour nous, mais ce que je vois chez toi, le fait de dire ce que je vois chez toi de bon, ça leur fait tellement de bien, ils sont tellement déficitaires parfois. Quand je pose, bah, en systémie, la question aux parents: «Quelle est la qualité que vous appréciez chez votre enfant?» Parfois, ils ont tendance à dire, «Il est gentil». Ouais, OK, très bien, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple? C'est pas juste moi je peux si c'est du déclaratif, moi aussi je peux me trouver, 1000 qualités, hein, mais il faut que ce soit incarné dans le réel. Donc je fais comme toi, c'est-à-dire je vais creuser, creuser, creuser. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de gentillesse? Et puis après on affine. «Ah mais c'est plus que gentil, c'est même serviable. Ah» tu vois? Reconstruire l'image de celui, qui se fait harceler et qui a forcément une émotion donc on n'a pas encore abordée, mais qui est la question de la honte. Qui est une émotion très basse, qui est très difficile à décoller celle-ci, eh bien ça va certainement aider à ce qu'il y ait un revirement, quoi. C'est ça, très important, comme tu dis, de recueillir l'anecdote, c'est-à-dire que ce soit plus juste un concept, mais que ce soit incarné. Ouais, Et puis, tu parles de honte. La honte, elle reste longtemps. Et c'est la honte vis-à-vis des autres élèves, la honte vis-à-vis de l'enfant harceleur, la honte vis-à-vis du prof, la honte vis-à-vis des parents qui aimeraient que leur enfant fasse partie des plus forts, des plus beaux, des plus intelligents. On a beaucoup d'attentes, je crois, hein, avec nos enfants. On a trop d'attentes. Et les ouais. compétences émotionnelles, communicationnelles, relationnelles, elles ne sont pas assez enseignées. D'ailleurs, nous-mêmes, on les enseigne pas assez à nos enfants, même nous, thérapeutes, on a du mal avec ça. C'est des choses. Moi, je pense que le harcèlement nous fait peur parce qu'il nous renvoie à une part sombre de nous-mêmes. Quand je donne ces formations, il y a beaucoup d'adultes qui ont les larmes aux yeux parce qu'ils ont été harcelés petits et qu'ils ont été démunis. Et j'explique, par exemple, le jeu de l'idiot peut se faire aussi plus tard, quand on est étudiant ou dans le monde du travail. Le harcèlement continue, il ne s'arrête pas, il Bien va sûr. prendre d'autres formes, mais il va être plus subtil, il va être plus avec des sous-entendus, mais il continue. Et ce qui est intéressant avec cette méthode du jeu de l'idiot, c'est de pouvoir être à la fois une méthode d'intervention quand ça va pas, et à la fois une méthode de prévention où là, on Oui. va imaginer des situations de harcèlement hypothétiques et on va les mettre en scène. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Il y a très peu d'outils qui existent comme ça, à ma connaissance. Et j'étais ravie, après l'achat de je ne sais combien de livres sur le harcèlement scolaire, d'avoir quelque chose qui aille au-delà d'un état des lieux, mais qui propose vraiment quelque chose un outil, quoi. Qu'on puisse mettre en œuvre vraiment, tu vois? Parce que sinon, on peut comprendre très bien la situation et rester totalement impuissant. Donc, en fait, sur la question de la prévention et de la résilience, justement, comment toi, tu accompagnes à développer ce qu'on pourrait appeler une peau émotionnelle, comme on dit? Parce que, justement, ça, c'est souvent peu développé. Le vocabulaire émotionnel, il est peu développé, et cetera. À part dire: «Ah, j'aimerais bien qu'il sache gérer ses émotions». Ben, voilà, cette peau émotionnelle, elle est pas travaillée beaucoup. Il y a de la psychoéducation à faire autour des émotions. Ouais, Par exemple, tu dis gérer ses émotions. ouais, Depuis quand on gère ses émotions? C'est pas un compte en banque, les c'est ça, émotions. les parents demandent ça. C'est accueillir les émotions. J'explique aux enfants, les émotions, ce sont des messages. Mmh Tu mh. as une émotion, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette émotion? J'aime bien parler du film Vice-versa, parce que tout le monde l'a Oui, vu, il mmh, est extraordinaire. Et donc, j'explique, tu sais, ça peut m'arriver de raconter des anecdotes personnelles. Tu sais, moi aussi, quand j'étais petite, et puis moi aussi, ça peut m'arriver d'être honte, et d'avoir honte, et de faire des bêtises. Aussi, on n'est pas réduit à ce qu'on fait. Tu peux euh, faire une idiotie et ne pas être idiot. oui, c'est ça, Tu peux exact. faire un truc débile et ne pas être débile. Tu Mmh peux mh. avoir une mauvaise note et être Mmh. intelligent quand même. Donc, il y a vraiment un travail de... Oui, tu parles de peau émotionnelle, c'est intéressant parce que la peau, c'est l'interface entre le moi et l'extérieur. Ouais, Et en fait, les émotions, c'est des petits messagers, elles rentrent et elles sortent de l'intérieur et l'extérieur. Ce que j'explique aux enfants et aux adultes, c'est que plus on repousse nos émotions, plus on veut les gérer, égal les faire ouais. dégager, plus elles reviennent en pleine figure. Et je leur explique aussi que leurs émotions, elles se voient. Quand un enfant me dit, moi, je dis rien au harcèlement, par exemple, bah, je dis rien. Oui, mais quand tu dis rien, on voit que tu es touché. Oui,
Et je trouve que, par exemple, l'autodérision, qui est une des façons de répondre au harcèlement à travers le jeu de visio, c'est une vraie philosophie de vie. C'est que finalement, si je me moque de moi, bah, je me prends pas au sérieux Ouais. et c'est OK de ne pas se prendre au sérieux. Ben voilà, on a le droit de se moquer de moi. Moi-même, je me moque de moi. Donc, je vais avoir des enfants comme ça qui vont apprendre à répliquer des choses très très drôles. Par exemple, un enfant à qui on disait oh mais t'es gros et qui se met à répondre t'as pas vu mon grand-père, c'est pire. Euh, et donc des choses comme ça où l'enfant harceleur se dit mais attends je comprends pas, il n'a pas compris que je me moquais de lui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la subtilité. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a à faire? Bon, alors c'est vrai que sur l'apparence physique, on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est vrai que les filles se font beaucoup harceler sur leur apparence physique. Ouais. Il y a une exigence des corps qui est aussi liée à l'ère de l'hyperconnexion et à l'image. Donc, Oui, et aussi c'est au pas fait que vrai. les femmes ont toujours appartenu à la société. Même avant les réseaux sociaux, on dit, bah dis donc, celle-là, qu'est-ce qu'elle a pris? Oh là là, elle est bien grasse maintenant. Oh là là, t'as vu? En fait, on va parler sur les femmes sans Les que ce femmes vont soit un parler sur les problème, femmes. C'est ça. sans que ce soit un problème, et on ne le ferait pas avec les hommes. C'est ça. Tu vois, le corps des femmes, je trouve qu'il appartient à la société, et donc il va falloir quand même faire quelque chose là-dessus aussi, parce que le phénomène, il s'amplifie avec les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je suis surprise dans le harcèlement, je suis surprise que la nouvelle génération qui a quand même un train d'avance par rapport à nous, Ouais. qu'ils soient si peu ce qu'on appelle déconstruits, ces garçons. C'est-à-dire Oui, qu'ils ont des stéréotypes ouais, sexistes incroyables où je leur dis parfois, mais t'es ringard. ouais, c'est ça, c'est vrai. Moi, j'ai 3 fois ton âge et je pense pas ça. C'est intéressant parce c'est là où on voit que l'immaturité, elle pousse les enfants à se faire remarquer de la manière dont ils peuvent. Donc, moi, j'aimerais bien recevoir au cabinet plus d'enfants harceleurs. On reçoit beaucoup les enfants harcelés. Ouais. Dans enfants harceleurs, je pense que c'est une forme de souffrance aussi que de vouloir attirer l'attention par tous les moyens, y compris par celle-là. Et c'est douloureux pour les parents, parce que les parents vont dire, mais non, mais pas du tout, mais mon enfant n'est pas comme ça. Ce qui est peut-être vrai. Il y a une partie de leur enfant qu'ils voient à la maison qui n'est pas celui qu'ils ne connaissent pas à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en tant que parents, bien sûr que nous, on trouve que nos enfants sont les plus beaux, les plus intelligents, les petits, les plus doudous, etc. On va avoir une forme d'aveuglement face à nos enfants, plus ou moins, hein, après, quand ils grandissent, on devient de moins en moins aveugle. Mais quand même, comme c'est pas bien vu d'être les parents du harceleur, parce qu'on est jugé en disant, s'il fait ça, c'est que ton éducation est mauvaise. Alors, ils n'ont pas envie de s'y coller, ils n'ont pas envie d'aller régler la situation, tu vois? C'est ça. C'est ça. Alors, il y a des parents qui sont dans le déni. Il y a des parents qui sont aussi dans la honte parce que on a aussi cette image que la société nous renvoie qu'on doit réussir à avoir des bons enfants, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, si mon enfant il est harceleur, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Ouais. J'ai pas eu une bonne note là-dessus aussi. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement du déni. Et puis, faut jamais se mêler des disputes des enfants parce Ouais. qu'effectivement, en tant que témoin extérieur, on ne sait pas. Et Ouais. alors, ce qui est terrible, c'est qu'on peut avoir un enfant qui se fait harceler tout le temps, qui dit rien, qui encaisse, et puis un jour il pète les plombs, il va frapper. Et puis il va se faire punir, alors que l'autre Ouais. qui le harcèle depuis 2 ans n'a rien. C'est Donc c'est vrai. pour ça il faut éviter d'être juge parce que Ouais. il y a des tas d'éléments qui nous échappent. Et en thérapie, on voit que les scènes sont plus complexes. Tu parlais tout à l'heure, on parlait de systémie. Il y a ceux qui font rien mais qui chauffent pour le harcèlement. Enfin voilà, il y a tout un système. Il y a ceux qui se moquent pas mais qui transfèrent des images. Ou bien c'est très facile. Par exemple, sur un groupe WhatsApp, quelqu'un va se moquer d'un autre. Et puis, bah, tu vas mettre un petit pouce, un enfant Ouais. va mettre un petit like sous l'insulte. Alors, bah, il participe, finalement, c'est une façon de T'en participer. validé quand tu as fait ça. Mm. Exactement, tu es validé. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est la question du rôle des parents. Moi, je trouve, ça fait comme toi, plus de 20 ans que je suis psy, et je me souviens d'un jeune collégien il y a des années de ça, hein, et qui se faisait harceler et je lui dis: «Mais enfin, est-ce qu'il y a des adultes dans ton collège, peut-être, des éducateurs que tu peux aller voir, le CPE, le principal et cetera?» Il me dit: «Non, je l'ai déjà fait,
mais je n'ai plus confiance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Donc lui, il se dit, de toute façon, ça sert à rien que je réclame quoi que ce soit, parce qu'on va dire que je me plains. Et puis les adultes disent, bon, bah, c'est bon, hein, ça va, t'as qu'à faire autre chose, etc. Donc ils se débarrassent du sujet et on en arrive à des cas extrêmes, on l'a vu, des cas très très difficiles avec des jeunes filles qui se suicident, etc. C'est un peu terrible, c'est vraiment incroyable de se dire que les parents parfois oublient que leur rôle principal est de protéger les enfants, de les élever, de les tirer vers le haut, de les aider, de les éduquer en montrant ça c'est possible, ça c'est pas possible de le faire. Parfois, on peut comprendre qu'on va pas bien, alors on va pas agir de la bonne façon, mais d'être là comme des soutiens. Moi, ce que je dis, c'est voilà, ton parent ou les enseignants, ils ont plus d'expérience sur Terre que toi. Ils sont là depuis plus longtemps, donc ils sont là aussi pour t'aider et pour t'écouter, comme tu le disais tout à l'heure, hein. Et c'est drôle parce que parfois, les enfants les plus bruyants sont pas ceux qui vont le plus mal. Ouais, Quand on en arrive à des suicides d'enfants, etc., pour du harcèlement, on se rend compte que la souffrance, elle date. Et ouais, c'est important, il y a des relais dans les établissements scolaires. Ça peut être un CPE. Je sais que dans l'école de ma fille au collège, le CPE, il est formidable. ouais, Il y a l'infirmière scolaire qui ouais, parfois joue un rôle comme ça d'aidante, d'écoutante. Il y a bien sûr la psychologue scolaire. Ça peut être un prof. Ça peut être aussi, je sais pas moi, un animateur, quelqu'un qui donne un cours particulier à l'enfant. Mais faire confiance. Ça nécessite, moi je dis toujours, la confiance, ça se gagne en gouttes, ça se perd en litres. C'est-à-dire que ouais, si ton enfant te confie quelque chose et te demande de ne pas en parler, il ne faut pas en parler. Et ouais, parfois, les parents se mêlent parce qu'ils ont peur que ça dégénère vers de la violence physique et là, leur enfant veut plus rien leur raconter. c'est ça. Il y a ce qu'on appelle l'impuissance apprise aussi en psychologie, tu sais, Ouais, quand on fait à la place des enfants, oui, c'est comme si le message tacite, c'est tu sais pas faire, donc je fais à ta place. ouais, c'est Donc ça. ça les embête beaucoup, les enfants. Alors, il faut pouvoir dire à l'enfant, regarde, tu peux m'en parler et je te promets, si tu ne veux pas que j'en parle, tu as ma parole. Je n'en parlerai pas. Tu peux me faire confiance. Il faut vraiment, et puis lui expliquer. Après, bien sûr, voilà, la limite, c'est est-ce que tu es en danger physiquement? C'est ça, hein, exactement. Là, si tu es en danger physiquement, c'est un petit peu comme nous au cabinet, quand Oui, malheureusement quelqu'un va nous confier des tentatives de suicide, là, on lui explique que le secret professionnel, ben, il oui, va avoir ses limites et qu'on a besoin de lui sauver la vie. D'abord, la vie. ouais, ouais, Mais avant d'être dans ces situations extrêmes, on doit pouvoir écouter un enfant et pouvoir lui dire, écoute, je te donne ma parole, voilà, moi, je peux t'aiguiller et si tu veux pas que je me mêle, je me mêlerai pas. Parce que je pense que les enfants peuvent développer cette résilience émotionnelle, si on leur donne les bons outils, si on leur donne du temps, ouais, si on les écoute, je pense. Après, voilà, c'est toujours un petit peu délicat. À quel moment faut intervenir? Il y a évidemment la violence physique, ça j'en ai parlé, et il y a la santé mentale quand elle en prend trop un ouais, coup, et quand il y a des choses qui vont pas, quand l'enfant est en danger psychique, bien sûr. ouais, Rappelez aux enfants aussi, nous, notre rôle, c'est de te protéger. ouais. Euh, Leur rappeler que le cadre qu'on leur pose, c'est pour les protéger. Mm. Et puis, comme on disait tout à l'heure, moi je trouve que ce qui se passe à l'école doit rester à l'école. J'ai eu le cas hier soir de ma petite patiente là qui m'explique que c'est tendu avec une autre copine de sa classe. Alors c'est pas du harcèlement, mais c'est vraiment une tension sur les copines, machin. C'est très envahissant quand même. Et les parents de cette fameuse copine qui n'est pas une copine ont mis en place un rendez-vous chez eux avec les autres parents. Et donc, demande de se justifier, explique, etc. Et après de dire, bah, nous, de toute façon, maintenant, vous faites la paix, donc vous faites la paix et vous allez continuer à vous parler, à jouer ensemble, etc. Et moi, ma petite patiente, elle dit, mais moi, je n'ai pas du tout envie de continuer à parler à cette personne. Elle ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Donc oui, elle dit, bon, j'ai dit oui pour faire la paix. Je dis, mais faire la paix, ça ne veut pas dire que tu vas devenir ami avec elle. Ça veut juste dire que vous arrêtez les attaques mutuelles, mais ça ne t'oblige en rien à devenir son amie, à manger avec elle à la cantine, etc. Et là, je me dis, mais les parents sont très intrusifs. C'est vraiment, Oui, c'est ça. c'est Euh, terrible. Bah d'ailleurs, il faut dire aux parents, mais imaginez un truc comme ça,
sur des adultes, Oui, transposer comment comment est-ce que vous vivriez ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est on peut on peut amener les enfants à faire la paix, mais pas non plus à inviter la copine à son anniversaire. Il y a des limites. On peut pas exactement. forcer. Les enfants doivent s'écouter aussi s'ils n'ont pas envie. Il y a des relations toxiques, et on a parlé de harcèlement, Oui, mais il y a aussi une autre zone floue qui oui. peut vraiment être responsable. Moi, je vois ça de phobie scolaire, d'échecs scolaires, avec des camaraderies qui vont mal tourner et qui vont prendre la tête des enfants. Et il faut pas se mêler en tant que parent. Voilà, ce rendez-vous là où les deux parents se voient. Non, ça c'est pas ok. Ça, il faut respecter Et l'état la règle émotionnel. qu'on rappelle, et je ne sais pas, j'imagine que les enseignants rappellent cette règle, qui est que on n'est pas du tout obligé de s'aimer, même dans Ouais, une fratrie. En revanche, on doit pouvoir se respecter. Donc, il y a des règles de courtoisie, on ne tape pas, on ne s'insulte pas, etc. Et j'ai tout à fait le droit de ne pas aimer mon frère, ma sœur ou des camarades de classe. Et je ne suis pas pour autant une mauvaise personne. Parce qu'il y a ça derrière. On va dire, ah oui, lui, il aime tout le monde l'aime, c'est vraiment le plus populaire de la classe, il est génial. Donc tous les parents se disent, j'adorerais avoir un enfant comme ça à la maison. Mais peut-être que cet enfant-là, il prend trop sur lui, il se suradapte trop. Hein, il est c'est ça. trop empathique et il va à un moment se cramer aussi, tu vois. Donc il y a C'est vraiment intéressant ce que tu les dis. règles, elles sont de rappeler des choses qui semblent évidentes comme ça. J'avais une maman, un petit garçon de CP, donc très très contenu émotionnellement, rien ne sort, tout est verrouillé. Et le frère, 3 ans de plus, alors lui c'est l'explosion, et très violent avec son frère, très violent, rabaissant, etc. Tu vois, bon quand même une situation pas super. Et la mère, je dis, euh, voilà, il n'a pas, dites bien à votre fils, l'aîné, qu'il n'a aucune obligation à aimer son frère. En revanche, il n'est pas autorisé, absolument pas, à lui taper dessus, à l'insulter. Et elle dit, ah non, mais moi, je lui dis, il faut que tu aimes ton frère, fais-lui un dessin pour Noël, fais ceci. Je dis, bah non. Et en fait, elle a fait ça, elle est allée, elle a expliqué au grand, et quand elle est revenue, elle m'a dit, oh, bah ça se passe mieux, ils jouent ensemble, c'est beaucoup plus détendu. Ben oui, Ça- oui, ça a relâché une tension en ben fait. oui, Il n'y bien a plus sûr, bien sûr. d'obligation, une injonction. Voilà. Excuse-moi, il y a des choses qui sonnent en même temps. Oui, il y a une Et, injonction et- à être bon, à être gentil, c'est à ça. aimer les autres, à bien se comporter, nanana. Wow. Non, c'est bien qu'on a tous à l'intérieur parfois des pulsions agressives ou des agacements très forts, même nous les adultes, qu'il faut apprendre à Et alors, ça me fait penser à deux choses que tu dis. D'abord, à Françoise Dolto, elle disait, elle parlait des enfants qui en crise d'ado disaient à leurs parents, je t'aime pas. Ou même petits, hein, je t'aime pas, maman, je t'aime pas, papa, je t'aime pas, je vous aime pas. Elle ouais, disait, mais il faut rappeler aux enfants ce que tu dis. ouais, En fait, tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu es obligé de me respecter. Et ça, ouais, je trouve ça fort, hein, de dire ça même à ses enfants. Et puis la deuxième chose à laquelle je pense, et qui peut être utile dans le cas du harcèlement, c'est de la même façon que toi, t'es pas obligé d'aimer tout le monde, tu sais, les gens sont pas obligés de t'aimer. C'est exactement. OK si un tel ne t'aime pas. Alors c'est vrai, c'est embêtant, il est populaire, mais la popularité, ça monte, ça descend. Et puis, pas tout le monde n'est obligé de t'aimer. Et ça sort du discours un peu bisounours, où il va y avoir des parents qui vont dire, personne n'a le droit de te faire du mal, les mots peuvent tuer. C'est pas vrai, les mots ne peuvent pas tuer. Ouais. Mais par contre, le poids qu'on accorde aux mots peut nous rendre malades. Et Oui, c'est pour ça que asseoir l'estime de soi, tenir par exemple, moi j'aime bien faire cet exercice avec les enfants, le journal des réussites, oui, des petites choses, des petits pas, valoriser les progrès. C'est l'occasion en tant que parent aussi, quand notre enfant se fait harceler, de lui dire, mais t'as plein de qualités. Moi, si j'étais un pote à toi, je serais hyper content d'être ton pote parce que t'as ouais. ça, ça, ça. C'est-à-dire, tu n'es pas réduit à ce que un tel pense de toi. Donc, il y a un vrai travail à faire, à la fois en tant que parent, ni trop ni trop peu. En fait, tout est une question. C'est ça. Quand Voilà. on Il s'agit pas de. renarcissise Voilà, plus qu'il faut, en exactement. disant moi je te vois, je sais comme tu es, je sais ce qu'il y a de joli chez toi, etc. Ça fait vraiment du bien parce qu'il va se dire ah ok, autour de moi il y a quand même des gens qui pensent que je suis quelqu'un de bien, et du coup le poids entre une personne qui te harcèle et le poids de tous ceux qui te disent que tu es chouette, même si les enfants vont dire ouais mais ça c'est mes parents donc c'est normal qu'ils me disent que je suis chouette.
Alors je dis, bah non, il pourrait dire, moi j'aime bien euh, mettre voilà, aussi de la dérision en disant, ben non, il pourrait dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet enfant qu'on a eu là? En plus, on Ça, peut même pas le rendre à la clinique, c'est trop tard. Je sais pas ce qu'on va en faire. Et donc, ça les fait marrer tout d'un coup, parce que quand tu les décales comme ça sur quelque chose auquel ils s'attendent pas, donc ils rigolent, tu vois, et ça déverrouille. ça fait du recadrage, c'est-à-dire Ouais, que tu leur permets de voir les choses autrement. Mais tu exactement. vois, cette injonction à être aimé, elle vient aussi des réseaux sociaux avec les Oui, fameux likes. ouais, C'est-à-dire que c'est pour ça que les enfants, ils enregistrent quelque chose de binaire. On aime ou on n'aime pas. J'ai des likes ou j'ai pas de likes. Il y a par exemple dans des groupes WhatsApp, maintenant, je vois des enfants, si tu es mon ami, reposte ceci. Hein, des espèces de petits trucs. Donc, ça crée une binarité. Non, mais tu n'es pas obligé d'aimer toute la planète, en fait. Et tu parlais de suradaptation. On voit chez des enfants hypersensibles, par exemple, ouais, une des caractéristiques de l'hypersensibilité, qui, je le rappelle, n'est pas un diagnostic du ouais, DSM, mais qui est quand même un trait, ben, justement, une des facettes, c'est de se suradapter pour pas faire de la peine, pour faire plaisir. Et ça, c'est des exigences reçues dans l'enfance. Sois ouais, gentil, fais plaisir, ouais. fais un bisou à mamie. Enfin, ça peut être des tas de choses. Sois gentil avec toute la classe, invite toute la classe pour ton À ton anniversaire. anniversaire. Ouais. Mm, mm. Donc, important de ce que tu soulignes. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde et on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, L'autre chose aussi, je ne sais pas si on en a assez parlé de dire quand quand on donne un téléphone à son enfant, ça n'est pas open bar. Tiens, ça y est, c'est le jour du téléphone. Wouh, vas-y, fais n'importe quoi. C'est Et ça. donc, on se retrouve parfois dans des situations qui sont des situations terribles. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont se faire, ils vont avoir quelqu'un derrière l'écran qui va être sympa, qui les comprend tellement, qui a soi-disant leur âge et qui en fait est un pédocriminel, hein. Faut profiter. Donc, Déjà. il y a vraiment une éducation au téléphone à faire. Enfin, je voudrais insister là-dessus parce que Oui, c'est tu as vraiment raison. important, quoi, de dire on le donne pas en libre accès et c'est C'est ça. pas 24 Ouais. heures sur 24. Alors moi, justement, j'ai fait passer un questionnaire à des parents. Il y a 375 personnes qui ont répondu, ce qui est pas mal, un bon Ouais, échantillon c'est de beaucoup, hein. population, sur le contrôle parental. Ouais, Et il y a beaucoup de parents qui disent ne pas mettre de contrôle parental. Alors, certains me disent que c'est compliqué. C'est ouais, vrai que sur certaines plateformes, c'est effectivement, ça peut être complexe. D'autres me disent, mais comme on l'a pas mis dès le début, on peut pas revenir en arrière. D'autres me disent, j'y ai même pas pensé. D'autres confondent le contenu et le temps d'écran. ouais, Or, c'est fondamental de donner le mode d'emploi. Un téléphone portable, c'est un risque d'être effectivement approché par un inconnu, mais c'est un risque aussi d'avoir une illusion de lien. C'est-à-dire que ouais, c'est facile de s'envoyer 250 messages quand on s'ennuie le soir, mais le vrai lien, c'est quoi le vrai ouais, lien? mm, C'est aussi expliquer à nos enfants, donc, qu'est-ce que ça fait de se surexposer comme ça, de tout le temps balancer son image? Quelle est la nuance entre l'intime et le public? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui m'appartient pas? Les fake news aussi, d'expliquer à nos enfants de la même manière qu'il y a des faux profils, il y a aussi des fausses informations qui peuvent être anxiogènes, là. On est dans un contexte quand même ouais, ouais. politique mondiale très anxiogène, donc c'est important de leur dire que les images qu'ils voient ne sont pas neutres. Et toutes ces choses-là, moi j'ai à cœur d'animer aussi des ateliers là-dessus dans des écoles, mais il faudrait que ce soit fait vraiment à beaucoup plus grande échelle et à la maison aussi. Voilà, je te confie un objet, mais il y a un cadre. C'est d'abord les contenus, ensuite c'est le temps. Ce temps, il peut varier, par exemple, en week-end et en semaine et en vacances scolaires. Et puis les choses, elles évoluent avec l'âge. Et comme tu as très bien dit tout à l'heure aussi, s'asseoir avec son enfant, montre-moi ce que tu regardes. Ouais, Montre-moi les comptes que tu suis. mm, Voilà, il ne mm. s'agit pas d'interdire ou de punir, là on a perdu la Partage. relation, Ouais, voilà, mais de partager, de dialoguer, ouais, d'expliquer, parce il y a un gros paradoxe, c'est que nos enfants, on leur interdit d'y aller trop longtemps, mais nous-mêmes, on est scotchés. Donc bien expliquez sûr. aux enfants. Nous, on a notre mail, les personnes qui sont entrepreneurs ben, sont à leur compte, c'est beaucoup Ils euh, peuvent poster, ouais. par le téléphone portable, donc oui, c'est extrêmement important de pouvoir parler de tout ça à nos enfants. Parce que les enfants très petits, hein, moi j'ai un petit-fils qui a 1 an. Si quelqu'un prend un téléphone et commence à regarder que l'écran s'allume, sa tête se tourne Elle tourne, c'est directement. ça, c'est ça. C'est Pardon, assez elle dingue, tourne. c'est-à-dire là.
le fait qu'ils soient excessivement attirés par Oui. les écrans. Donc, ça veut dire que les parents peuvent se dire, OK, pas de télé, la télé quand il sera couché, les écrans, on ne touche pas à notre téléphone, parce que lui, il a compris qu'il y a un intérêt. Et surtout, très très vite, ils sont en capacité de... Alors, il est sûr que parfois, je vois ça, un petit bébé avec un téléphone portable dans une poussette, c'est du super babysitting. On est tranquille pour un moment. Mais on sait maintenant les effets délétères sur le développement de l'enfant. Donc maintenant, c'est pas comme s'il y a quelques années, on ne savait pas. Donc on peut dire, bon, on était ignorant, etc. Maintenant, on le sait. Et on sait tous les dangers qu'il peut y avoir là-dessus, et notamment à un moment, la question du harcèlement. Donc c'est vraiment, c'est un objet qui est formidable. Les tablettes, les écrans, c'est formidable. On peut voir le monde entier, découvrir des choses qui sont trop mignonnes, c'est super, et excessivement dangereux pour le développement de chacun. Et il ne faut pas oublier aussi notre part de responsabilité. Les enfants qui sont ados aujourd'hui, le confinement, c'était il y a 6 ans. J'ai vu ça passer hier, que c'était il y a pile 6 ans Oui, hier. Et on leur a mis entre les mains des smartphones, des tablettes pour la continuité pédagogique, pour ouais, les fameux c'est Zooms. vrai. Sauf qu'après, pendant que nous, on bossait, ils faisaient autre chose. Et comme tu le rappelles si bien, les écrans sont des excellents babysitters Oui, gratuits. c'est gratuit. T'es tranquille, t'entends plus tes enfants. Ouais, Donc, je pense que ça a contribué aussi au fait de minimiser notre rôle de parent et de la prévention. C'est qu'à ce moment-là, on avait terriblement besoin des portables. ouais, Moi, j'explique aux ados les portables. D'ailleurs, il y a des applications. L'application Link, par exemple, elle a été créée en 2025. Elle a rencontré un succès phénoménal. C'est une application de santé mentale pour les jeunes. oui, Donc, l'idée, c'est pas de tout interdire. L'idée, c'est d'être intelligent. Moi, je parle de diète numérique, c'est-à-dire de la même façon que dans ton assiette, tu fais attention à ce que tu mets. Il faut que tu aies un peu de tout. Eh bien, dans le numérique, c'est la même chose. C'est pour ça que j'aime pas tellement parler de détox, parce que détox, c'est comme si oui, c'était un poison, mais plutôt d'un bon équilibre. Et c'est là où on voit que du coup, l'éducation, elle est plus compliquée quand c'est subtil, quand c'est tout noir ou tout blanc. Le harcèlement, c'est pareil, c'est jamais tout noir, jamais tout blanc. Attention aux enfants qui se victimisent de trop, oui. d'accord? C'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. On ne sait pas ce qui se passe vraiment à l'école ou en ligne. Et donc, à nous de donner des outils de prévention pour s'en sortir de la manière la moins violente possible, euh, où on redevient autonome aussi. Ça, c'est important. Le jeu de vidéo permet de devenir autonome. Ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce que, pour terminer notre conversation, si tu avais un message d'espoir à passer, si un enfant nous écoute, voilà, peut-être qu'il y a des parents qui vont regarder avec leurs enfants et qu'il se sent harcelé, il a compris que, ah oui, bah, la situation qu'il vit, elle n'est pas super. C'est quoi le premier petit pas ou la première pensée que tu aimerais lui transmettre? Alors, deux choses. Euh, Tu n'es pas ce qu'on pense de toi. Donc, la différence entre opinion et fait. Mm. La deuxième chose, c'est tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Et moi, j'aime bien donner des exemples. Je donne souvent l'exemple de personnalités connues qui ont super bien réussi malgré et avec leur handicap. Par exemple, Jamel Debbouze, qui est un grand comique, grand corps malade, qui a subi un accident, Lady Gaga, qui a été harcelée. Et je leur dis, tu vois, tu vas en faire quelque chose. Là, je leur explique aussi qu'il faut dézoomer. C'est-à-dire là, ce que tu vis aujourd'hui, ça occupe tout ton espace mental et toute ta journée. Mais regarde, dézoome un peu, regarde, monte un petit peu et regarde, essaye de t'observer comme sur une boule. Là, tu vois que cette boule, mais regarde. Quand tu montes un petit peu, tu vas voir, tu n'es pas que ça. Ouais. Et pour le moment, oui, c'est ça, de lui dire, moi j'aime bien le pour le moment. Pour le moment, c'est Voilà, très difficile pour toi, mais voilà. ça s'arrête. Il y a un moment où ça ne sera plus là. C'est pas vrai pour toujours, parce que quand on est dedans, on est tellement embarqué que et il y a presque plus d'espoir. Donc, s'il y a l'espoir qu'un jour ça s'arrête, d'une façon ou d'une autre, hein, soit il change d'école ou j'en sais rien, peu importe, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Et effectivement, comme tu le dis, ça n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est un petit peu comme dans le phénomène de ghosting. J'explique aux enfants, quand on t'abandonne ou qu'on te ghost, c'est-à-dire qu'on te bloque sur les réseaux, ça ne dit rien de toi. Ça Ouais, parle de la personne qui fait ça, de son incapacité à tolérer le lien. Ça ne parle pas de toi. Le harcèlement, ça ne parle pas de toi. T'es pas le sujet. Ça parle de la personne qui a envie de se faire remarquer de cette manière-là. ouais, ou qui va mal aussi, et donc il cherche à aller mieux en dévalorisant les autres, mais la solution n'est pas là, quoi.
Claire, merci infiniment. C'est très précieux. Tout ce que tu nous as Merci. dit est excessivement précieux. Je suis sûre que, voilà, que ce soit les psychopédagogues ou les parents ou les enseignants, ils vont trouver des ressources, effectivement, pour accompagner. Enlever l'idée, vraiment, moi, ce que je pourrais dire, c'est enlever l'idée que vous allez trouver des solutions à la place de votre enfant. Non, on trouve avec ou il trouve tout seul, mais ne faites pas à la place, même si c'est douloureux pour vous et je le comprends très bien. Merci beaucoup Claire. On mettra Isabelle. toutes tes ressources, tes liens pour que les gens aillent suivre ce que Oui, et tu fais. si je peux donner, Ouais, donc, le jeu de l'idiot se trouve dans le livre de Philippe Haïm, un psychiatre, ouais, qui s'appelle Le harcèlement scolaire. Donc ouais. là-dedans, vous avez la méthode du jeu de l'idiot. Moi, je donne aussi des formations. Et puis, sur ce que tu disais, ça me fait penser à Maria Montessori. Les enfants nous disent, aide-moi à faire tout seul dans le Ouais, harcèlement. Ils me disent pas, va résoudre la problématique. Donc, très important. La résilience, elle est fondée aussi sur le fait de savoir qu'on a de la force. Donc, très exactement. important que nos enfants sachent qu'on leur fait confiance, qu'ils ont les ressources en eux Ouais, pour développer ça. exactement. Merci beaucoup Claire. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.